ce que l'on appelle le NPP, le narratif du progrès perpétuel. L'affirmation de Hobbes a justifié le prétendu fardeau de l'homme blanc, consistant à apporter le salut aux primitifs quitte à les tuer. La civilisation ne peut qu'être une amélioration considérable pour ces pauvres brutes. En fait, c'est parce qu'il y a une très grande mortalité infantile à cette époque. Et donc, les humains vivaient jusqu'à... Ils ont considéré par des estimations que l'humain vivait jusqu'à à peu près 70 ans, à l'époque de la préhistoire. Mais que si t'as, j'en sais rien, peut-être plus d'un enfant sur deux qui meurt à la naissance, bah la moyenne, elle va pas être à 70 ans. Je vais quand même faire appel à ta mémoire, même si c'est un peu à court terme. Tu te rappelles de l'affirmation de Hobbes. Comme quoi l'homme est sauvage, avec une vie solitaire. Oui. On va prendre un exemple pour démentir cette affirmation. L'exemple donc des Piraha, qui sont un peuple de fourrageurs de la Haute-Amazonie, étudié par Daniel Everett. Je cite. Donc c'est un bouquin qui s'appelle « Le monde ignoré des Indiens Piraha », un mémoire consacré à son séjour amazonien. Il écrit « Les Piraha rient de tout, même de leur mauvaise fortune. Quand une hutte s'écroule lors d'un orage, ses occupants sont les premiers à s'en amuser. Ils rient quand ils attrapent beaucoup de poissons, ils rient aussi quand ils n'en attrapent pas, ils rient quand ils sont repus et ils rient quand ils ont faim. » Pourquoi je te dis ça ? Parce que le rire des Piraha suggère une harmonie facile avec la nature. Certaine osmose, tu veux dire ? Je reprends. Le lieu façonne l'être humain, C'est-à-dire t'es que en train de me dire ? quand Hobbes te décrit qu'il a une vie abjecte, horrible, c'est une lutte constante, machin, et que là on t'explique que ce même peuple, enfin ce même type de peuple rit constamment de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont, de leur malheur comme de leur victoire. Donc là tu me fais un paradoxe d'une tribu Paradoxe que dalle. amérindienne. Mais tu me fais un paradoxe entre la tribu amérindienne qui vivait avec ce qu'ils avaient. C'est de la Haute-Amazonie, hein, c'est pas non plus amérindien, c'est... Amérique en tout cas. Oui. Et tu me fais tu me fais l'explication de Hobbes qui avait une vie qui n'est pas forcément la meilleure. Avec tout ce qu'il avait. Je reformule, c'est pas ça. Hobbes a écrit, pour les raisons que tu connais, que la vie pré-civilisée, pré-étatique était solitaire, méchante, brutale, tout ce que tu veux, machin. Et là, on a un témoignage direct d'un homme anthropologue occidental qui est allé voir chez eux et qui a constaté qu'il faisait que rire. Il rit de tout. La conclusion qu'on en fait, c'est que ce rire-là suggère une harmonie facile avec la nature. Maintenant, je vais te lire le passage de Christopher Ryan. Le rire des Piraha suggère une harmonie facile avec le monde qu'ils habitent, c'est-à-dire le monde que leur esprit et leur corps attendent, ces deux environnements étant essentiellement les mêmes. Ils naissent et vivent dans le milieu qui les a longuement façonnés au fil des siècles. Je n'entends pas cela dans un sens métaphorique mais littéral. Les gens qu'Everett décrit sont chez eux dans la jungle amazonienne, de même qu'un cactus est chez lui dans le désert. Leur vie n'est pas aisée, mais les difficultés et les dangers auxquels ils sont confrontés leur sont familiers. Leurs ancêtres et les nombreuses générations qui les ont précédés y étaient déjà confrontés. Et là il dit « Vous et moi cependant vivons dans un monde qu'aucune autre génération humaine n'a connu. Pas étonnant que si peu d'entre nous soient vraiment à l'aise ici et maintenant, nous n'avons jamais eu l'occasion d'apprendre à connaître cet endroit. » Donc il explique qu'ils sont chez eux et ils ont des difficultés auxquelles ils doivent faire face, mais ils n'ont pas beaucoup de difficultés, ils n'ont pas grand mal à surmonter ces difficultés, puisque à travers l'histoire évolutive, donc à travers les générations, la génétique, tout ça, ils savent quoi faire dans ces circonstances par leurs normes sociales, tout ce que tu veux. Nous, le monde que nous avons créé, qui est donc le monde de la civilisation, il est beaucoup trop récent à l'échelle de l'histoire évolutive. On n'a pas eu le temps de grandir et de se développer dans ce monde-là.
Donc on ne le connaît pas au travers de la génétique comme eux connaissent la jungle amazonienne au travers de tout leur passé. Donc, est-ce que tu es en train de me dire qu'on n'a pas eu le temps de se découvrir nous-mêmes d'une certaine manière? Oui, d'une certaine manière. Il dit en introduction, pour se connaître soi-même, il faut connaître son espèce. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il revient sur ce qu'on a été à l'époque de la préhistoire. Des chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs. Ok. Mais Maintenant, on va parler dans le... Tu as quelque chose à dire? ce que je veux savoir, c'est est-ce que lui, ce qu'il dit, c'est une mauvaise chose de pas tout savoir ou Alors, c'est une bonne chose? pas tout savoir. Sur nous. Surtout sur Oui. nous. Bah, lui considère que il va falloir qu'on apprenne à nous connaître et qu'on sache ce qu'on a été pour pouvoir avancer. Donc il y a une forme de progrès. Il y a une forme Progrès en dépit des nombreux inconvénients que ce que nous progrès sommes. implique. Oui. Maintenant, je vais parler du cas général. C'est-à-dire qu'il y a 3 quasi-invariants qui ont été observés par les anthropologues chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc 3 éléments qui ont été constatés dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, à quelques exceptions près, peu importe la région du monde. Je vais te faire la liste de 3 choses, quoi. Quelles sont ces choses? Le mode de vie, d'une certaine manière, peut-être. Oui, tu n'es pas si loin de la réalité. C'est-à-dire, Putain, c'est quelque chose qui n'existe pas. je vais te citer 3 éléments qui ont été constatés dans la vie des chasseurs-cueilleurs. Ouais. Le respect. Donc, 3 éléments qui ont été constatés dans la vie des chasseurs-cueilleurs, peu importe l'endroit sur Terre. C'est bon? On est calé? J'explique. Numéro 1. L'égalitarisme. L'égalitarisme, ce n'est pas une question d'égalité. C'est le fait que tous ont le même niveau d'accès aux ressources. Ok. Mais ça implique forcément de faire des efforts pour aller accéder à ces ressources. Par exemple, tu veux aller manger des mûres, il va falloir que tu lèves ton gros cul et que tu ailles chercher dans le buisson les mûres. Ah putain, il faudra qu'on parle de ça. Donc l'égalitarisme implique que l'autonomie est nécessaire et que l'égoïsme n'est pas toléré puisque le modèle est basé sur la réciprocité. On a un gars d'un peuple qui s'appelle les Kung qui a dit une phrase à un anthropologue qui est « Le meilleur endroit où stocker la nourriture en trop est dans le ventre de mon voisin ». Ah purée, oui, je m'en souviens de ça. Est-ce que tu comprends pourquoi il dit ça? Oui. C'est basé sur l'espoir, l'espérance de se dire si moi je fais ça quand j'ai de la nourriture en trop, lui il fera ça aussi quand il en aura en trop. Donc l'égoïsme, on ne peut pas opter pour l'égoïsme. Ça n'existe pas. C'est pas un concept qu'on met en valeur en tout cas. Parce que ça ne permet pas de survivre. De survivre, oui. Il y a une citation d'un gars qui s'appelle Sebastian Junger dans un bouquin qui s'appelle Tribu sur le retour au pays et l'appartenance. Bon, on s'en fout du titre. Je cite: les chasseurs-cueilleurs ne sont pas nécessairement plus moraux que les autres. Simplement, évoluant au sein de petits groupes où presque tout fait objet d'une évaluation sociale, ils ne peuvent pas adopter un comportement égoïste. Parce qu'en fait, les valeurs qui nous sont chères à nous aujourd'hui, la générosité, l'altruisme, la gentillesse, tout ce que tu veux, ces valeurs-là nous sont chères parce qu'elles nous ont permis de survivre pendant la période préhistorique. Elles nous ont été transmises alors. Et elles nous sont transmises par la biologie, par la génétique. Ouais, oui. Le deuxième... si je peux me permettre, ce qu'on nous a aussi inculqué. Oui, mais bien Tes sûr. parents et moi, ou comme les miens, on t'ont dit il faut que tu sois comme ça Bien parce sûr. que c'était Alors comme évidemment, ça. quand tu arrives en école de commerce et qu'on te dit c'est chacun pour sa gueule. Cette année, c'est la guerre à la fac. Bon, c'est un peu contre-intuitif. Quand tu entends des phrases comme on est à la fac... Mais tu veux qu'ils te disent quoi de toute façon? C'est pas ton voisin qui Mais va à te dire... l'école... Non mais attends, attends. C'est pas ton voisin qui va te dire... Enfin, c'est pas ton prof qui va te dire ton voisin va t'aider pour avoir ton diplôme. On est d'accord?
J'entends ce que tu me dis. Donc, Maintenant, il y a des valeurs c'est qui sont normal qu'ils te disent ça, quoi. Quand tu es à l'école primaire, on te transmet les valeurs telles que si tu veux apporter des bonbons, il faut que tu en apportes assez pour que tu les partages avec tout le monde. Oui. Sauf si tu es dans une école de gros enculés, mais ça, tu me le dis. Hein. Oh non, c'est pas ma connaissance. Peut-être. Donc, c'est d'ailleurs un exemple que cite l'auteur. C'est-à-dire que c'est complètement contre-intuitif d'arriver à un endroit où on te dit tu fais ça pour ta gueule. Alors, c'est pas ferme ta gueule, c'est pour toi. Et tu restes sur ton truc. Et si jamais on vient t'emmerder, mais qu'il aille se faire foutre. Quoi. C'est comme ça et pas autrement, quoi. T'adores cette phrase, mec, tu la répètes tellement. J'adore cette phrase, oui, c'est vrai. Donc le premier argument, c'est l'égalité. Enfin, le Que tu premier le élément. veuilles ou non. Premier élément, c'est égalitarisme. Bon, t'as retenu? Égalitarisme, si je redis ce que tu as dit, c'est même niveau d'accès aux ressources. Voilà, pour les mots. 2. La mobilité. Le caractère nomade. C'est-à-dire qu'au fil souvent en fonction des saisons, ils vont changer d'endroit où ils vivent. Bah, tu sais que j'ai appris que la mobilité était quelque chose d'important à cette époque. Tu l'as pris là-dedans. Oui, mais j'en C'est parlerai. très bon pour le cerveau, ça dynamise. J'en parlerai plus tard. Mais tu sais que par exemple, il y a quelque chose qui est fondamental à cette époque, c'est que auparavant, d'après des analyses et des méta-analyses, c'est que il faisait entre 18 000 et 20 000 pas par jour. Ce qui est l'équivalent de Ça veut dire quoi auparavant? Quelle époque? préhistorique. D'accord. C'est-à-dire que ça représentait. Alors, je pourrais plus te dire à peu près combien c'est, mais ça doit être à peu près entre 20 et 25 km par jour, quoi. Ouais, c'est une bonne Ce qui est rando, quoi. énorme. Alors que maintenant, aujourd'hui, étant donné qu'on est sur un monde qui est hyper connecté, bah, on fait pratiquement même pas un tiers. Regarde, on est où le. Non, mais c'est pas le sujet par rapport à nous, oui, logique. Mais après, ça dépend comment tu y penses, comment tu le conçois. Mais enfin, tu vois, déjà, oui, la mobilité, ça doit être quelque chose d'important à cette époque, vu qu'on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais il y a non seulement la mobilité physique, où ils se déplacent continuellement, en fonction des saisons la plupart du temps, mais la composition des groupes change aussi. Biologiquement ou sur les façons C'est-à-dire de que tu as vivre? différents groupes. En gros, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, j'ai oublié de préciser, nous, on est beaucoup trop nombreux pour vivre en société de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des groupes, des communautés de 150 personnes. Ouais. Et pour que le mode fonctionne, il faut que la densité de population soit à peu près d'une personne par kilomètre carré. Oui. Ok. On a dépassé ce seuil il y a, je sais pas, 45 ans. Oh, même un peu plus. Hein. Même, je pense, un peu plus. Bref, tout ça pour dire que donc tu as différents groupes qui vivent dans différentes zones. Mhm. Et que dans cette notion de mobilité, non seulement ils changent de zone où ils vivent en fonction des saisons, mais ils changent aussi de groupe. Et que si tu veux voir un autre paysage social, tu dis bon bah moi je vais aller péter au groupe de Gluck. T'étais pas sûr de ce que tu voulais dire. Non, je n'étais pas sûr. Et puis on va aller voir un peu si y a des personnes que j'aime bien là-bas. Enfin, c'est vraiment dynamiser tout ce qui peut être dynamisé, cerveau y compris. Mais quel est le bienfait en soi de Bah, changer imagine de par groupe? exemple tu es en conflit avec un mec dans ton groupe, plutôt que vous tapez sur la gueule continuellement, bon Ouais. bah il y en a un des deux qui dégage et puis voilà quoi. Donc c'est-à-dire que ça améliore le. Ça améliore la vie quotidienne, ouais, le quotidien l'entente quoi. Ok, d'accord. Donc le bienfait, c'est améliorer le quotidien de ces tribus. Donc premier élément égalitarisme, deuxième élément mobilité et troisième élément c'est la gratitude. La Terre donne toutes les ressources dont ils ont besoin. Ils n'ont pas de quoi se plaindre. En tout cas, c'est leur point de vue. Et ils sont très bien comme ça. Et cette... Donc on se base sur ce que l'on a, rien de plus. On n'essaye pas de créer ça, c'est-à-dire la suffisance. Se dire, on est bien là où on est. l'autosuffisance. Non, pas l'autosuffisance. L'autosuffisance, ça n'a rien à voir. Juste se dire, j'ai ce qu'il me faut, je n'ai besoin de rien de plus. C'est-à-dire une espèce de guerre à mort contre le désir. On en parlera en conclusion. Ah oui, ok, ouais, d'accord, ok. Non, mais j'ai compris ce que tu. Non, je comprends ce que tu voulais dire dans la part de désir. C'est-à-dire là, je ne faisais que vouloir, je sais pas, de l'eau. Bon, mauvais exemple parce que c'est un peu vital, mais je voulais un livre.
Je veux des nouvelles chaussures. Voilà, parfait. Ça. Je désire avoir des nouvelles Mais surtout que, dis-toi que la chaussure ne respecte pas physiologiquement la forme du pied. Et est-ce que tu portais au pied Ce que je porte au pied ne respecte pas la forme de mon pied. Mais tu veux... Attends. Ça, c'est brillant, par contre. De toute façon, Ça, c'est. c'est Bah, attends, extraordinaire. mais de mémoire, ils portaient pas que des sandales à leur époque? Ah non, ils étaient pieds nus, hein. Comme des grands. Alors, ok, c'est un concept que j'ai vu, alors. Que je pensais qu'ils. Non, je confonds la période antique. Tu sais, antique avec. On confond la préhistoire avec la période. toge, Oui, donc ça n'a rien à voir. Si tu vois un chasseur-cueilleur avec une toge et des sandales, tu m'appelles. Mais tu m'appelles, je Bah, tiens, bonne réponds question. direct. Tu le vois comment, toi, la personne préhistorique? C'est vrai, ça. En vrai, tu la Je verrais vois comment? Tu la verrais comment? Est-ce que tu la verrais comme ce qu'on t'a. Comme le cliché avec Toute une histoire. Non, pas toute une histoire, qu'est-ce que je dis? Mais si, c'est toute une histoire. Il était une fois. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je Ouais, il confonds. était une fois. Oui, tu vois comment il est fait Avec dans le le générique? gourdin, machin. Tu vois comment il est Ça, fait c'est dans le le générique? cliché du NPP. Comment je le visualise? Bah évidemment, le gars, il a pas l'entreprise de textile avec Le costard cravate. Bon, c'est discussion. Donc bref, évidemment qu'il n'est pas habillé comme toi et moi, mais il peut s'habiller avec ce qu'on appelle des animaux, en fait, des peaux de bêtes. Voilà. Oui, logique. Donc l'espèce de cliché du mec avec son gourdin, je pense qu'il est véridique à la condition qu'on enlève le gourdin. Je pense qu'il... Enfin, à mon avis, je t'avoue que je n'ai pas retenu spécialement une description de l'homme. Il n'en fait pas une? Bah, il explique qu'on porte les chaussures et que c'est très mauvais pour le pied, et je vais te lire le passage. Mais autrement, je pense qu'au niveau des problèmes de température, bah, je pense qu'ils ont juste des peaux de bête pour se réchauffer. Et puis s'ils ont chaud, bah, ils sont à poil. Voilà. À poil. Je te lis le passage sur les chaussures. Cette phrase. Les chaussures, le Prenons fondement. l'exemple du design des chaussures. En gros, c'est l'exemple par carrément. excellence du fait qu'on a mis en priorité le fait de gagner un maximum de thunes en priorité sur la physiologie humaine. Ouvre grand tes Tes oreilles. Nous pouvons choisir d'ignorer ce qui est, la forme et la fonction du pied humain, pour concevoir ce qui devrait être un bon modèle de chaussure. Et quiconque a déjà passé des heures à porter des talons ou des chaussures de ville à bout pointu sait bien que nombre de concepteurs de chaussures font exactement cela. Nous nous retrouvons avec des chaussures qui peuvent sembler intéressantes, à la mode, mais dans lesquelles marcher ou même se tenir debout pendant longtemps est une véritable torture. Dans Né pour courir, son best-seller de 2009, Christopher McDougall raconte comment Nike s'est débrouillé pour convaincre des générations de joggeurs d'ignorer la physiologie du corps humain et de courir d'une manière non naturelle, débilitante, reposant sur l'achat de leurs produits coûteux et totalement inutiles. Just do it. C'est une bonne chose pour les résultats financiers de Nike, certes. Mais cet irrespect de la physiologie humaine a provoqué des dizaines de milliers de blessures et engendré des coûts incalculables en matière de santé humaine. Je cite. « Ils ont créé le marché et le produit qui va avec », a résumé un éditorialiste financier de l'Oregon. C'est du génie. Le genre de truc qu'on étudie dans les écoles de commerce. Vous pourriez trouver qu'il est injuste de se concentrer sur Nike, mais McDougall n'est pas d'accord. Imputer l'épidémie de blessures liées à la course à pied au grand méchant Nike semble un peu facile, mais ce n'est que justice parce qu'il est en grande partie responsable. L'entreprise a été créée par Phil Knight, un coureur de l'université de l'Oregon qui pouvait tout vendre, et par Bill Bowerman, entraîneur dans le même établissement qui croyait tout savoir. Avant la rencontre de ces deux hommes, les chaussures modernes de course à pied n'existaient pas, la plupart des blessures liées à la course non plus. Le coup le plus magistral de Nike, écrit McDougall, fut de prôner un nouveau style de course qui n'est possible qu'avec ce nouveau style de chaussures. La Cortez permettait de courir comme jamais un humain n'avait pu le faire sans risque, en attaquant le sol avec son talon osseux. Mettant à profit le sophisme naturaliste, Nike rejeta ce qui est et proposa une nouvelle façon de courir. Les résultats furent désastreux pour tout le monde, sauf pour les fabricants de chaussures. Fin de citation. Oui, bah. C'est.
une chose qui n'a pas d'utilité pour l'homme. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vois un gars qui marche pieds nus dans le métro, tu te dis, Mais c'est parce que c'est la conception mais en même temps, ce de sera nos très jours. sale. Hein? En même temps, ce sera très sale. Oui, bah après, si tu prends en cause Bon, le métro, l'état des c'était lieux, pas le meilleur exemple. oui, tu prends l'état des Euh, lieux. je vais faire une petite parenthèse. Donc, je t'ai expliqué, le troisième point, c'était la gratitude. Ouais. Et- De ce que je comprends, c'est se suffire sur ce que l'on a. C'est-à-dire, oui, c'est ça, la Terre donne les ressources qu'il faut, il n'y a pas de quoi se plaindre. Ok. Donc, et c'est vraiment la prise de recul et se dire, putain, mais merci, quoi. On vit à un endroit où tu attends, tu passes une vie qui est sympathique, et puis tu as des ressources qui fleurissent naturellement. Tu peux manger en allant marcher dans la forêt, en Qui cueillant sont dans un abondantes buisson. à cette Et époque. bon, bref, et on va en revenir par rapport à ça. Je vais te parler de De l'abondance. la naissance de l'agriculture. Bref, cette catégorie-là, la gratitude, ça contredit parfaitement le point de vue de Hobbes. Mhm. Comme l'exemple des pirates qui rient de tout. Donc là, on a deux exemples, alors que je t'ai quand même fait une belle synthèse du livre. Je fais une petite parenthèse sur le pouvoir. Oh là. Les Oh là. dirigeants des groupes de chasseurs-cueilleurs étaient ceux dont l'opinion était la plus appréciée, indépendamment. Et le pouvoir était transmis indépendamment de la biologie. C'est-à-dire, toi, ton opinion est appréciée. On va dire que tu vas être, pas le chef, mais que tu vas diriger le groupe. Si tu meurs, c'est pas parce que tu as eu une très bonne idée qu'on va mettre ton fils à la tête du groupe. D'accord. On va parler, on va discuter, puis là on va trouver que lui là-bas, il Il est nous plaît meilleur. bien. Ouais. Il est meilleur. Allez, Oui, c'est toi le meilleur. il est chef. Bref, maintenant je vais expliquer une expression qui s'appelle celle du noble sauvage. Je vais pas rentrer dans toute l'histoire de l'historiographie de l'expression, mais c'est possible d'entendre le terme noble sauvage. Sur quoi D'où cela vient. C'est-à-dire, Sur quoi tu dis pourquoi tu dis ça Oui, vas-y, en vrai développe parce que pas développer. Hein. Donc noble sauvage. Je vais expliquer pourquoi le terme noble sauvage existe. Putain, noble et sauvage. Waouh. Premièrement, ils sont nobles parce qu'ils ont des qualités morales. L'altruisme, comme tout ce que je t'ai dit, les valeurs qui nous sont chères, qui leur ont permis de survivre. Mais ils ne sont pas plus moraux que les autres, la citation de Sébastien Junger, c'est juste que, vivant dans des petits groupes, tout ce qu'ils font fait l'objet d'une évaluation sociale. Donc ils sont nobles dans le sens valeureux. Ils ont des valeurs. Deuxième, c'est que certains anthropologues ont constaté que la situation de ces personnes vivant dans les groupes de chasseurs-cueilleurs leur donne les mêmes privilèges que l'élite européenne du XVIIIe siècle. La noblesse. Je vais devoir sortir le livre. Monsieur est décontenancé. Pas le marque-page. Si les sauvages sont nobles, donc dans l'expression noble sauvage, si les sauvages sont nobles, cela s'explique par leur évolution au sein de groupes sociaux où les comportements généreux et respectueux étaient cultivés et encouragés afin de garantir la bonne marche du groupe, de minimiser la conflictualité et de maximiser l'autopréservation. D'accord. Si ces comportements sont devenus innés, ils le sont autant pour vous et moi que pour tout sauvage. C'est-à-dire, ils ne sont pas innés. Ils sont acquis. Donc c'est quelque chose enfin je sais pas si c'est le bon terme mais qui n'existait pas auparavant, enfin que c'était pas quelque chose C'est de plutôt concret ou En fait, c'est vraiment l'histoire de la sélection naturelle. On a constaté que ce trait-là permettait de mieux vivre, Ouais, alors on l'a encouragé. faites-le. Voilà, tout simplement. D'une certaine manière, faites-le. Faites comme d'autres personnes l'ont fait avant vous. Je vais rentrer dans le détail de noble sauvage puisque tu te poses beaucoup de questions. Dans un livre intitulé Le mythe du noble sauvage, l'anthropologue Ter Ellingson exhume l'origine de l'expression. Marc Lescarbot, Je connais pas. un avocat ethnographe français, l'inventa en 1609, plus d'un siècle avant la naissance de Rousseau. Lescarbot rapporta que les Indiens d'Amérique étaient vraiment nobles, n'ayant aucune action qui ne soit généreuse,
soit que l'on considère la chasse, soit qu'on les emploie à la guerre. Ellingson explique que la noblesse des Indiens est associée à des qualités morales telles que la générosité et un comportement approprié. Il ajoute « Les sauvages d'Amérique possèdent un statut correspondant d'un point de vue juridique à la noblesse de l'Europe. » En d'autres termes, l'escargot perçut dans la vie des Indiens les libertés, les privilèges et les responsabilités caractéristiques de la noblesse européenne. Donc, si je définis noble sauvage, noble d'un point de vue moral, Noble d'un point de vue moral et noble d'un point de vue privilège. privilège. Alors, C'est-à-dire qu'ils ont une liberté que seules les élites européennes ont. mais je comprends pas pourquoi il fait un parallèle avec les élites européennes. C'est ça le truc. C'est Bah, que ils toute s'amusent forme tout simplement. d'élite, a une Non, forme mais de les privilège. élites européennes de son époque. Parce que lui, Ah, c'est oui, un oui, oui. ethnographe français du XVIIe aussi. Oui, donc en fait, il se base que ce qu'il y avait à son époque, c'est pour ça. Oui, C'est sans pour doute. ça que j'arrivais pas à faire la distinction. Mais ok. Et sauvage, Bah, ils sont dans la nature, donc donc c'est ok. un peu en d'accord. rapport avec le NPP d'ailleurs. Donc tu On trouves que c'est considère que mauvais d'utiliser le mot sauvage? là, le mot sauvage, d'ailleurs, il l'a mis entre guillemets l'escargot. Ok. En disant que c'était pas En forcément prenant un le peu ses meilleur mot pincettes, je attitré pense. à ça, quoi. Là, quand on prend le terme sauvage, quand on dit t'es un gros sauvage, Oui, parce que ça a une connotation mauvaise. c'est très connoté. Pas politiquement, mais simplement Oui, en c'est termes mauvais. de valeur. C'est mauvais. C'est comme maintenant, quelqu'un qui marche dans la rue pieds nus, c'est mauvais, alors qu'auparavant c'était quelque chose. Peut-être l'un des pires exemples de l'histoire de l'humanité. Mais si tu regardes, de toute façon, maintenant, tout le monde, enfin, sauf si t'es dans un lieu précis, mais si tu regardes maintenant, on porte tous des chaussures. On est d'accord. Oui. Ou d'une certaine manière, on a toujours quelque chose au pied. Que ce soit chez nous. Moi non, justement, du coup, après avoir lu le livre, chez moi, j'essaie d'être pieds nus le plus possible. C'est de la moquette. Oui, bah déjà quand il y a de la. Ouais, déjà quand t'as de la. Voilà. On n'a pas forcément toujours de la moquette chez nous. Bon, bref. Donc, déjà, il faut comprendre que l'agriculture À suivre. n'est... Tu l'as vu, celle-là? L'agriculture n'est pas un choix. C'est-à-dire, c'est pas un gars un jour qui s'est dit tiens, si on allait cultiver la terre. Putain, c'est marrant que tu dises ça. Vas-y, continue. C'est une dernière option, c'est une tentative désespérée pour survivre. Donc à cette époque, les calottes polaires rétrécissaient, les températures augmentaient, des pluies diluviennes tombaient, les plantes fleurissaient et les animaux se reproduisaient, un long été avait commencé. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque utilisation domestique, aucun vestige d'habitation humaine n'a été trouvé à proximité. Il ne reste donc qu'un usage. Lorsque la catastrophe se produisit, elle vint de l'autre bout du monde.